Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africap Télévision. Merci pour votre fidélité. Dans votre émission politique, le débat ce soir, nous avons comme thème entre violence, manifestation et grève au Mali. Quelle paix construire et à quel prix avec M. Togo, porte-parole du chef de file de l'opposition. Monsieur Togo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Ataï Ag Mohamed, membre du comité directeur de la CEMA, chargé des questions juridiques et des droits de l'homme. Monsieur Ataï, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Chekne Kamara, président de la plateforme Les Bâtisseurs. Monsieur Kamara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et notre quatrième invité est monsieur Aboubakar Sidiki Fomba, président du parti ADPM, Alliance démocratique du peuple malien. Monsieur Fomba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Monsieur Togo, des cheminots qui se plaignent, des médecins, des enseignants, tout le monde se plaint finalement au Mali. Est-ce que nous ne pouvons vraiment pas dire que ces mécontentements traduisent finalement, à tort surtout, tel que pensent certains, traduisent alors l'amateurisme, traduisent l'incapacité, l'inefficacité des dirigeants du moment? Je suis d'accord avec toi. D'abord, permettez-moi d'abord de remercier l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Pour moi, d'abord, gérer une nation, c'est de prévoir. Gérer une nation, c'est l'anticipation. Gérer une nation, c'est de façon pédagogique, voir ce que demain nous pouvons donner en termes de programme. Vous savez, ces problèmes que nous aurons 5 ans, il était président de la République, le président Ibrahim Boubacar Keïta, ces difficultés concernant la santé, ils ont fait plus de 40 jours de grève. Finalement, il n'y a pas eu de solution. Ça a été négocié personnellement au niveau de l'opposition. Nous avons intervenu pour qu'on trouve la formule pour renoncer avec beaucoup de ces corollaires, de ces morts. Au niveau des cheminots, tout le monde le sait, côté Sénégal, ils ont pu régler le problème. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est que nos gens continuent à souffrir plus de 9 mois sans salaire. Or, c'est des pères de famille. Concernant, il y a 77 à peu près des préavis de grève aujourd'hui au Mali. Mais ce qui est regrettable, c'est la façon même que le pouvoir gère ces grèves-là. Ça veut dire qu'il y a du mépris. Surtout, excusez-moi de terme, de l'arrogance. Pour moi, d'abord, un responsable, c'est de discuter, parce que vous avez eu la chance d'être élu ou imposé comme président de la République. Si vous avez ce pouvoir pour gérer, c'est de faire en sorte, c'est de créer les conditions pour que le bien-être des Maliens soit pris en compte. Mais aujourd'hui, c'est regrettable. L'ensemble des problèmes posés sur la table, il n'y a pas de solution. Les enseignants, ça nous fait combien de temps nous sommes en train d'aller à une année blanche devant tout le monde. Le mécontentement est très clair. Pour la justice, nous avons remarqué ici, il n'y a pas eu de solution aussi. Ça a été discuté, ça a été négocié, ils sont sortis. On a fait même sortir la justice par la petite porte. Or, dans tout système, il faut faire en sorte que la justice, s'il y a le système judiciaire, il faut faire en sorte que ça soit toujours respecté et respectable, et comme la défense. Alors aujourd'hui, dans l'ensemble de ces préoccupations, c'est qu'on ne voit pas un plan de sortie de crise, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'anticipation et on ne voit pas la solution proposée. Surtout, concernant les négociations, souvent on remarque, c'est des jeunes qui sont, les premiers responsables qui sont les ministres, ne sont pas au rendez-vous. Ils commencent la réunion, ils sortent et laissent ça avec les conseillers qui peuvent prendre des décisions. Ce qui fait que réellement, il y a toujours des va-et-vient. Alors donc, pour le peuple, la seule façon de montrer leur mécontentement, c'est d'aller en grève, c'est d'aller en marche. Donc voici pourquoi la situation est devenue de plus en plus intenable pour le gouvernement. Merci Monsieur Togo, Monsieur Fomba. Vous pensez exactement la même chose, que ces mécontentements traduisent l'inefficacité des dirigeants? Non, bon, d'abord je salue tout le monde. Je prie le Tout-Puissant Allah pour ceux qui viennent de disparaître, pour des événements tragiques que le Mali a connus, et que vraiment nous pensons que c'était même un film. Et il est important pour tout Malien, le cœur serré, de saluer ces morts et de nous incliner pour demander à Dieu le Tout-Puissant afin que nous puissions vivre en paix. Ceci étant, il est important, je pense que
Tout le monde est au courant aujourd'hui que c'est un tiers du budget malien qui prend en charge le Mali tout entier. Et à cela, nous savons qu'on a créé beaucoup de problèmes avec des statuts particuliers. À l'heure actuelle où nous sommes, je pense que l'État doit revoir tout pour que nous ayons le statut général. Donner des statuts particuliers dans un pays en crise, ça ne fait qu'augmenter les choses. Et ces problèmes-là se résument en insatisfaction sociale. Et ceci étant, il est important de dire que aujourd'hui, je suis surpris que jusqu'à présent, on n'a pas pu organiser le dialogue social. Le dialogue social qui est même une recommandation de l'Organisation mondiale du travail, l'Organisation internationale du travail, qui permet au Mali aujourd'hui de voir, avec la convergence de l'UEMOA, normalement chaque pays doit utiliser avec 35% du PIB pour le salaire des fonctionnaires, sinon de la charge de l'État, des fonctionnaires qui sont à la charge de l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, le Mali est à 31%. Et le dialogue pourrait permettre à ce qu'on discute sur tous ces facteurs. Mais il faut noter que dans un pays en crise, il faut être beaucoup plus exemplaire dans la gestion. Nous ne pouvons pas comprendre qu'avec ce budget, qu'on ait un budget important au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas possible. Que le budget augmente au niveau d'une assemblée, mais le nombre de députés n'a pas augmenté. Auparavant, on était à 10, 11 milliards, mais aujourd'hui, on est à 17 milliards. Est-ce qu'on est en cohérence avec la crise? Est-ce qu'avec une augmentation d'un budget au niveau de la présence, est-ce que ça reflète le niveau? Je suis d'accord qu'on est en crise. Je suis d'accord qu'il n'y a pas d'argent. Mais il faut qu'il y ait de l'exemplarité. Le partage des biens de l'État. Ce que nous avons, si c'est bien partagé, on peut se voir et regarder les yeux dans les yeux pour se dire certaines choses. Il faut reconnaître qu'il y a ça. Et d'autres facteurs qu'il faut ajouter, il y a la mise en place des commissions de réconciliation, des commissions de conciliation. À chaque fois qu'on veut mettre des commissions de conciliation, on essaie d'amener des gens qui ne représentent pas l'État. Ça ne fait que retarder les choses. Donc il faudrait qu'il y ait un cahier des charges bien planifié, où à un certain moment, l'État va se retrouver avec tous les syndicats pour discuter, voilà ce qu'on peut faire en telle ou telle année, connaissant le budget. Bien sûr qu'il y a le collectif budgétaire qui peut prendre certaines choses en charge, mais il est important qu'à un certain moment, compte tenu de la crise, que chacun fasse des efforts, que l'État soit le premier exemplaire, à travers des comportements exemplaires, à travers le partage, à travers des budgets importants. Et cette explication et cette vérité pourraient faire en sorte que chacun puisse se sentir concerné par ces crises-là. Merci, M. Fomba, M. Camara. M. Togo venait de nous parler de 77 préavis de grève. Alors, pour un État quand même pris entre 10 000 feux et qui doit vraiment hiérarchiser alors ses priorités, ne peut-on pas dire que ces manifestations, ces crises, en fait, toutes ces grèves ne font que davantage fragiliser cet État et les rendre encore beaucoup plus inefficaces? Merci M. Dissa, merci aux téléspectateurs d'Africable, merci à Africable pour l'opportunité que vous nous donnez à chaque fois, n'est-ce pas, de discuter des questions essentielles relatives à la vie de la nation. Avant de répondre à votre question, je voudrais joindre ma voix à celle du camarade Fomba pour m'incliner pieusement devant la dépouille mortelle, n'est-ce pas, des civils et militaires qui sont tombés dans notre pays pendant ces moments extrêmement difficiles. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui au Mali, à un certain moment donné, c'est des choses qu'on voyait à la télé, c'est des choses qu'on voyait dans les films. Mais on n'avait jamais imaginé que ce pays, où il y a tant, n'est-ce pas, de sagesse intellectuelle, morale, religieuse, où il y a tant de références, où avec une histoire, n'est-ce pas, que nous connaissons, des populations imbriquées les unes dans les autres, où il n'y a pas d'interdiction de mariage entre chrétiens et musulmans et animistes, entre Bambara, Peul, Dogon, ainsi de suite, Soninké. Alors, n'est-ce pas, dire que dans ce pays, on pouvait vivre ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation qui ne peut que, alors, non seulement nous décevoir, mais nous amener à nous poser des questions sur ce que nous sommes en train de devenir
Et si, n'est-ce pas, véritablement, nous méritons d'être les descendants de nos illustres ancêtres qui ont été des exemples en Afrique et dans le monde. Donc, cela dit, il est clair qu'aujourd'hui, notre pays traverse un moment extrêmement difficile. Vous l'avez évoqué dans votre propos, mes prédécesseurs également, que ce soit sur le front social, n'est-ce pas? Des grèves, n'est-ce pas? Notamment la grève des enseignants. Quand on sait qu'aujourd'hui, s'il y a un désastre, en plus, n'est-ce pas, du désastre sécuritaire que nous connaissons, c'est le désastre de l'école. Quand on sait que même quand les classes sont ouvertes, la qualité des enseignements, la qualité, n'est-ce pas, des produits que notre école met sur le marché de l'emploi, la qualité des compétences dont nous disposons, alors mérite que chacun d'entre nous réfléchisse véritablement sur ce qu'il est en train de faire en tant qu'acteur. Donc, au-delà, n'est-ce pas, de l'école, il y a, n'est-ce pas, comme il l'a si bien dit, plusieurs grèves, préavis de grève. 77 préavis de grève. Il y a, heureusement, n'est-ce pas, ces derniers temps, le front politique qui est en train de s'apaiser, et je l'espère, n'est-ce pas, dans le bon sens. Et bien entendu, il y a bien d'autres défis, n'est-ce pas, en plus du défi sécuritaire. Alors, le défi, n'est-ce pas, de l'ethnicisme, de l'ethnocentrisme et de tous les corollaires, n'est-ce pas, qui sont liés à ces phénomènes-là, qui sont de nature véritablement à nous amener à nous poser de sérieuses questions. Donc, en regardant tout ça, nous sommes interpellés. Et interpellés, nous nous disons qu'un moment est venu, n'est-ce pas, de nous regarder en face et de se dire des vérités. S'il est vrai que nous sommes des patriotes, s'il est vrai que nous sommes, n'est-ce pas, les dignes héritiers de tous ces grands hommes dont nous nous réclamons et dont les griots chantent tous les jours les louanges, il est important aujourd'hui qu'on se regarde les yeux dans les yeux pour se dire la vérité et aussi, n'est-ce pas, voir véritablement ce qui est possible. Parce qu'au rythme où les choses sont en train d'évoluer, elles peuvent dégénérer. Et quand elles dégénèrent plus qu'elles ne le sont déjà, alors je pense que nous devons prier pour que Dieu nous en garde. Merci, Monsieur Camara, Monsieur Ataï. Tout le monde parle quand même d'un véritable autre problème, le problème au niveau de l'école. Nous craignons tous une année blanche, mais au nombre de tous ces grondes donc, alors que vous inspire alors d'abord toute cette gronde sociale et notamment le cas des enseignants? D'abord, bonsoir à tout le monde. Merci à Africable de nous associer encore de plus à ce débat d'intérêt national. Permettez-moi aussi de saisir votre micro l'occasion de présenter nos condoléances, n'est-ce pas, à l'ensemble de la nation malienne pour à la fois tous les événements qui ont touché les populations et particulièrement les plus récents au centre qui ont été, n'est-ce pas, d'une particularité un peu qui a choqué tout le monde. Et nous espérons que des mesures sont prises et sont en cours pour éviter que cela ne continue et que aussi les auteurs soient identifiés et que l'impunité soit évitée. Donc ensuite, je rejoins certaines analyses qui ont été faites par les prédécesseurs qui ont vraiment pris en compte beaucoup de situations dans le pays de façon générale. Et je pense également que souvent, il faut être un peu réaliste aussi et s'adapter aux situations. Par exemple, il ne sert à rien de dire que si on n'avait pas fait ceci, on n'aurait pas eu cela. Mais quand on est en face de quelque chose, il va falloir aussi s'imprégner de la possibilité et de penser toujours à ce que les grèves, il y en a plusieurs formes, mais il y en a qui peuvent toucher l'avenir. Par exemple, c'est de l'enseignement. Ou si nous ne faisons pas quelque chose pour que ces enfants puissent étudier aujourd'hui, ça nous appellera demain à nous préparer peut-être à les combattre, parce qu'ils vont rejoindre d'autres camps d'extrémisme. Et c'est ce qui est dangereux. Alors c'est une question nationale, et je pense que c'est dans les dialogues, il faut que le gouvernement insiste sur le dialogue. Et je pense qu'aujourd'hui, les mots qui ont été prononcés ici peuvent toucher à tout le monde, pour que tous prennent conscience du fait que c'est un avenir d'une génération qui est en jeu. Une année blanche, ce n'est de personne, il faut du sacrifice. Mais quand même, l'enseignement, le secteur de l'enseignement souffre de quelque chose de très particulier. Je pense que si on ne dispose pas d'un enseignement efficace, c'est vraiment beaucoup d'aspects de la vie qui sont compromis. Et pour que
au-delà même du fait que l'enseignement, les enseignants se plaignent de leurs conditions de vie, certains disent que l'enseignement d'ailleurs, il n'est plus de qualité. Et pour qu'il soit de qualité, il faut le rendre attractif. Et dans cette démarche, il va falloir que les corps de l'enseignement puissent bénéficier de conditions favorables à l'exercice de leur mission. Et ça, c'est capital. Et quand vous rendez ces corps attractifs, les compétences iront certainement vers ces corps. Quand vous regardez particulièrement dans cette région aujourd'hui, où des ONG arrivent, beaucoup d'enseignants qui ont de l'expérience, qui sont connus comme étant des références dans les régions, aujourd'hui se dirigent vers des ONG pour travailler, parce que le corps de l'enseignement n'est plus attractif, particulièrement pour ces corps-là. Mais je sais qu'il a parlé de 77 préavis de grève. 77. Ça fait peur, c'est beaucoup de choses. Il y a des doléances qui sont plus anciennes, il y a des doléances qui s'adaptent, mais il faut aussi que du côté le gouvernement parle de... Je pense que ici, je me réfère au propos du Premier ministre récemment, au chef du gouvernement, qui disait que sur les 10 doléances, de l'enseignement particulièrement, il y en a 7 qui ont été prises en charge. Je me réfère, ce n'est pas mes propos. Et que sur les 7, ils ont déjà l'incidence budgétaire est de 3 milliards, mais s'ils se mettent à vouloir répondre à tout, il leur faut pour le tout au moins 50 milliards, ou pour les 1/3 des doléances, il leur faut 12 milliards. Alors, moi je pense qu'il y a lieu que tous les autres fonctionnaires, aujourd'hui un exemple, je vais à la proposition pour dire que si aujourd'hui, une question aussi nationale pour l'avenir du pays, et que les autres corps où les gens se sentent dans des conditions, fassent le sacrifice aujourd'hui de s'entraider pour que le gouvernement, je ne sais pas comment ils vont le faire, mais qu'il y ait un plaidoyer autour de cela, pour que des ressources parallèles soient créées, à ce que on puisse prendre au moins cette année en charge l'année prochaine, mais que le gouvernement, comme il l'a dit, il faut anticiper, il faut prévoir, il faut que dans les prochaines années, qu'on n'ait plus à faire face à de telles situations où l'on risque des années blanches pour des gens qui ont déjà sacrifié une année entière à étudier, à mettre des moyens dans leurs enfants. Donc les dialogues, il faut mettre le dialogue devant la situation et rappeler aux gens toujours l'esprit de sacrifice qui prévaut. D'accord, merci, monsieur Ataï. Monsieur Togo, 77 préavis de grève. Peut-on en même temps relever les défis de la sécurité et le défi de la satisfaction de toutes ces doléances corporatistes en l'état actuel du pays? Vous savez, le problème, c'est que pour ceux qui revendiquent, pour eux, c'est un droit. Donc ce sentiment, dire que est-ce que le gouvernement peut ou le gouvernement peut n'est pas leur problème. Parce qu'ils se disent qu'un gouvernement, ils ont élu un gouvernement, c'est pour trouver la solution au problème. Aujourd'hui, si on est responsable, on a un programme. C'est sur la base de ces programmes-là qu'on est élu. Et que ces programmes, c'est la satisfaction des revendications des uns et des autres. C'est de la prise en compte de l'aspect sécurité, c'est de revoir avec les plannings comment booster l'économie du pays pour qu'il puisse avoir des retombées. Ces impôts-là doivent être payés parce qu'aujourd'hui, la crise est telle que, l'exemple, il y a des impôts de certains commerçants qui ont payé des impôts de 2019. On a vu comment ça s'appelle, les vignettes des véhicules, c'est seulement avant-hier que c'est sorti. Et donc, on a des problèmes très sérieux, on n'arrive même pas à mobiliser des ressources. Aujourd'hui, le véritable problème, c'est que c'est des débats. Nous sommes obligés d'aller parce que les gens n'ont plus confiance. Parce que vous savez, entre les partenaires, il faut la confiance. Si les gens n'ont plus confiance, parce qu'il a parlé, il a expliqué le cas de l'évolution du budget, de la présence pour l'entretien seulement de l'avion présidentiel, on met 2,5 milliards. Or, dans d'autres pays pauvres, ils ont vendu des avions pour subvenir aux besoins de la population en termes de santé, en termes de nourriture. Par exemple, chez nous, aujourd'hui, on parle jusqu'à présent le tout, parce qu'on parle des fonctionnaires. Mais si vous partez dans le Mali profond, ce qui est très grave, c'est que chez nous, vers Bankas, Mopti, au nord du Mali, les gens ne cherchent qu'à manger. La priorité, c'est à manger. Ce n'est pas d'autres revendications, c'est de manger. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'à l'intérieur du Mali, il n'y a même plus de marché. Les gens n'arrivent plus à partir au marché. Parce que les marchés, avec l'insécurité, tout est presque arrêté. Et aujourd'hui, il y a des denrées, rareté de denrées, parce qu'on ne va verser, on ne fait pas attention vers la famine. À Bankas, à Koro, à Douanza, certaines localités vers le nord, on n'arrive pas à faire circuler tout ce qui est les ressources. Même si on a de l'argent, on n'arrive pas à manger. Aujourd'hui, le problème d'insécurité, comme vous l'avez souligné, vous savez, souvent on crée des problèmes là où ça n'existe pas. Ce qui s'est passé au centre du Mali.
Aujourd'hui, il y a tellement les gens ont compris parce qu'ils veulent manger. Il y a des localités, je t'ai pris l'exemple avant même de commencer, parce que les gens, je l'ai dit, il faut faire extrêmement attention pour ne pas faire en sorte que ce qui s'est passé à Ambassagou avec la visite du président de la République, avec de facto, ou la visite dans certaines localités comme à Bankas, c'est 2 fois qu'il s'est déplacé pour aller. Mais il y a eu des promesses. Et aussi, ils ont discuté avec le président de la République en disant au président de la République, nous invitons à venir pour que nous puissions discuter de nos problèmes, pour prendre ça en compte, pour que nous puissions demain trouver la solution et comment notre sécurité doit être garantie. Nous allons vous expliquer comment on doit nous sécuriser. Quelqu'un qui a des problèmes, c'est à lui de te dire comment tu dois le sécuriser. Alors donc, ce problème de sécurisation pose problème aujourd'hui. Comme je l'ai dit souvent dans les débats, en général, le tout se résume en termes d'argent. Vous savez, s'il y a une crise, l'argent n'aime pas de bruit. S'il y a des crises, il n'y a pas d'argent. S'il y a des crises aujourd'hui, la communauté internationale, il y a des problèmes très sérieux. Surtout, ce qui a été même très grave, la sortie du président, du patronat, M. Sensei Koulibaly, qui est sorti pour dire en face du monde qu'il n'y a pas de justice. S'il n'y a pas de justice aussi, la justice qui est normalement le cheval de bataille, cette justice qui doit faire en sorte que les bailleurs de fonds puissent venir avec les moyens pour investir en se disant que tant qu'on arrive avec notre argent, il y a des garanties. La justice est là pour nous sécuriser. Si on sent que cette justice pose problème et qu'il n'y a pas de garantie au niveau de la justice et qu'au niveau sécuritaire, il y a des problèmes, ce sera très difficile de relever le défi. Merci, Monsieur Togo. Monsieur Fomba, en tout cas, le tableau tel que vient de dresser Monsieur Togo est très, très noir. Alors, comment arriver vraiment à satisfaire à tout le monde dans ces conditions-là, en l'état actuel du pays, avec toutes ces grèves, avec toutes ces manifestations, mais aussi les défis de la sécurité qui est là. Que faut-il faire? Comment y parvenir? D'accord, je te remercie. Moi, d'abord, par rapport à... Je reviens un peu à l'enseignement. Je me demande si on se pose la question. Aujourd'hui, nous, on est sur le plateau. C'est grâce aux contribuables maliens que nous avons bénéficié des écoles publiques qui nous permettent aujourd'hui de gérer ce pays. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire de cette école publique aujourd'hui? Ceux qui doivent aller en année blanche, c'est les fils des pauvres. C'est des gens qui n'ont pas les moyens. Comment vouloir... Non, que le problème frappe seulement les écoles publiques, M. Fomba? Je voudrais tout simplement dire que c'est un problème. On est en train de faire le problème de la grève des enseignants comme un problème entre l'État et les enseignants. C'est un problème national. Le problème d'éducation, c'est un problème de vie. Déjà, nous nous plaignons que l'État est en train de gérer par des médiocrités. Et on est en train d'augmenter ces médiocrités par une génocide scolaire qui ne dit pas son nom. On ne doit pas fermer les yeux sur ça. Certains ont l'habitude de dire que si vous ne travaillez pas, nos enfants vont gérer vos enfants. Mais moi, je dis aujourd'hui, si le Mali n'étudie pas, nous serons gérés par la sous-région. Parce que nous sommes en période d'intégration. Et regardez dans nos écoles aujourd'hui, c'est des Togolais, c'est autres qui font l'architecture au Mali. Et moi, je pense que la responsabilité doit venir comme l'enseignement. L'éducation est un droit constitutionnel. Il est important aujourd'hui que même pour être ministre au Mali, il faut que tu aies tes enfants dans les écoles publiques. Qu'on exige à tous ces directeurs de services qui sont à la charge du contribuable malien que leurs enfants soient dans ces écoles publiques-là. C'est ça le problème. Parce qu'on est en train de faire comme si rien ne va. Mais en admettant, par exemple, que les enfants des dirigeants vont aller dans les écoles publiques dès l'année prochaine. Mais non, en attendant, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ce que je vais en venir. Cela veut dire quoi? Que nous devons avoir la notion du pays. Aujourd'hui, nous avons dépassé le cadre d'appartenance politique ou quoi que ce soit. Devant ces infatuations sociales que nous vivons, nous devons voir le pays. Aujourd'hui, les parents d'élèves ont démissionné. Nous avons tous démissionné. Nous devons s'asseoir, discuter. Qu'est-ce qu'on va faire de notre propre école? Et par rapport à ça, c'est ce que je l'ai dit. Nous sommes tous, les hommes politiques, la société civile, tout le monde. Et moi, je ne pense même pas qu'à partir de lundi, après ce débat, que nous nous retrouvions rapidement pour ne pas laisser seulement le gouvernement gérer ce problème avec les anciens. Je crois qu'il y a eu des problèmes qui ont été faits. Maintenant, par rapport à la sécurité, je le dis toujours, nous sommes en train de faire
comme si le Mali appartient à d'autres qui ne sont pas au Mali ici. Nous sommes des Maliens. Personne ne va venir résoudre ce problème à notre place. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Il faut que nous prenions conscience que ce problème est malien et que c'est les Maliens qui peuvent les résoudre. Ce n'est ni la France, ni l'aménagement. Que nous ne voulons ou pas, les forces étrangères qui sont là, ils vont augmenter les mandats de l'aménagement parce qu'ils vivent de ça. Ils ont $1 milliard par an. Que nous vivons ou nous mourons, ils s'en fichent. Et c'est très clair, je le dis, hein, ils sont dans ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme. Qui veut dire quoi? Dès qu'un pays a des problèmes, ils viennent, ce n'est pas pour sécuriser la population, mais c'est pour protéger leurs richesses. D'accord, je crois que donc, nous aurons ceci l'occasion de étant, revenir sur ça. Je voudrais tout simplement dire, face à l'insécurité que nous vivons, nous devons aujourd'hui aimer notre pays. C'est dire qu'on n'a même pas le droit de nous dire aujourd'hui que tel est terroriste, tel n'est pas le terroriste. Nous sommes des frères entre nous. C'est à nous de voir qui est qui. Et personne ne doit nous dire que voilà le terroriste dans votre pays. Et il faut qu'on se donne la main, que les Maliens se retrouvent et qu'on essaye d'aller vers les interlocuteurs clés pour résoudre le problème. Tout le problème est là. Et il faut que les gens comprennent que le président de la République, il est élu. Et il est la première personnalité morale. Mais il doit suivre le chemin du peuple. Parce qu'il n'est pas un commerçant. C'est le contribuable malien qui est en train de faire fonctionner le président. Et à un certain moment, le peuple a le droit et le devoir de sauver le président lorsqu'ils savent qu'il y a des déroutes à un certain niveau. D'accord, merci M. Fomba, M. Camara. Nous devons nous donner les mains, nous devons dialoguer. Voilà ce qu'on entend partout. Alors, il y a donc finalement la nécessité en fait, d'avoir ces minimums politiques, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment taire en fait, nos divergences politiques autour de certaines questions, si oui, lesquelles? Bien, merci M. Dissa. En fait, je voudrais d'abord dire 2 mots par rapport à l'école. L'école, n'est-ce pas, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette grève, elle est partie de l'école publique. Mais je crois que, n'est-ce pas, même les écoles privées, alors, sont concernées par ce phénomène. Et dans ma compréhension, n'est-ce pas, de l'école, c'est extrêmement dangereux d'opposer école publique et école privée. On est dans une société où, en réalité, partout où vous êtes, n'est-ce pas, quelle que soit la société, les gens n'ont pas les mêmes ressources, ils n'ont pas les mêmes revenus. Et ils ont des choix, n'est-ce pas, par rapport aux orientations qu'ils veulent donner à la formation de leurs enfants. Il est important que chaque enfant malien, qu'il soit du public ou du privé, ait droit à une bonne éducation, à une bonne formation et qu'il soit, n'est-ce pas, en condition de travailler pour se rendre utile à lui-même, à sa famille et au pays, et que, n'est-ce pas, il s'engage dans ce combat qui lui permettra de se rendre utile. Donc, ceci étant, moi je pense que dans un pays, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Nous sommes, n'est-ce pas, dans une société démocratique. La séparation des pouvoirs, c'est depuis Montesquieu, l'esprit des lois. N'est-ce pas? Il faut que par la disposition naturelle des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Il y a le pouvoir exécutif, le gouvernement, le pouvoir législatif, n'est-ce pas? L'Assemblée ou le Sénat, l'Assemblée et le Sénat, n'est-ce pas? Dans le cas d'un parlement bicaméral, il y a le pouvoir judiciaire, la justice. Vous savez, aujourd'hui, n'est-ce pas, M. Togo a évoqué un aspect. Très sincèrement, quand j'ai écouté cette déclaration, j'ai été écœuré par la façon, par la personne, n'est-ce pas, la qualité de la personne, et aussi par la teneur de ces accusations-là. Vous savez, à chaque fois qu'un Malien doit prendre la parole, il faudra qu'il fasse attention à l'image, n'est-ce pas, du pays. Il faudra aussi que les gens fassent extrêmement attention, de sorte qu'en parlant, ils ne se déshonorent pas eux-mêmes. De sorte qu'en parlant, ils ne déshonorent pas leur pays. Vous savez, c'est tellement facile d'accuser, n'est-ce pas, les gens. C'est tellement facile de jeter le discrédit et l'anathème sur les gens que si nous continuons comme ça, personne ne pourra écouter personne. Aujourd'hui, dans ce pays, n'est-ce pas, personne n'est une référence. Personne n'est sacré. Les gens n'ont presque pas de limite. Et la seule limite que les gens s'imposent, c'est la limite, n'est-ce pas,
due à l'éducation. Sinon, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Moi, je pense qu'il faut qu'on se reprenne en main et qu'on comprenne que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et à continuer, n'est-ce pas, de cette façon-là, alors nous allons véritablement vers le chaos. Donc, il y a, n'est-ce pas, un gouvernement qui est là. Ce gouvernement, en tant qu'exécutif, a la lourde responsabilité historique de prendre toute décision utile qui serait de nature à permettre de juguler, n'est-ce pas, la crise et bien entendu de répondre aux nombreuses aspirations. Mais justement, oui. mais vu que nous partons de crise en crise, oui. n'y a-t-il pas finalement la nécessité en fait d'un dialogue national, d'un dialogue politique national? Si oui, alors ce dialogue-là doit se faire autour de quel aspect de notre vie? Aujourd'hui, n'est-ce pas, effectivement, ce dialogue national, il est indispensable. Il est indispensable. Si nous sommes là en train de parler de toutes ces crises-là et de leurs nombreuses et multiples manifestations, c'est parce que quelque part nous ne sommes pas satisfaits. C'est parce que le pays a des problèmes. C'est parce que chacun est conscient que, n'est-ce pas, la situation actuelle, elle est intenable. Donc maintenant, ce dialogue, à mon avis, est indispensable. Maintenant, ce dialogue doit porter sur quoi? Il doit porter sur l'ensemble des questions vitales touchant, n'est-ce pas, notre nation. Que ce soit la question de l'éducation, que ce soit la question de la santé, que ce soit la question de la gouvernance, que ce soit la question, n'est-ce pas, alors, les différentes questions sociales que nous connaissons. Bref, l'ensemble des questions vitales doivent être mises sur la table. Et ces questions-là doivent être débattues par des personnes représentatives. Parce que trop souvent, il y a des gens, parce qu'ils ont la grande gueule, qui prennent, n'est-ce pas, la parole sans être eux-mêmes représentatifs. Sans être eux-mêmes représentatifs. Et souvent, n'est-ce pas, les vraies questions ne sont pas posées. Les vraies questions sont éludées. Et, n'est-ce pas, dans une logique d'hypocrisie, de flagornerie, n'est-ce pas, de lâcheté, pour ne même pas parler de félonie, hein. Alors les gens, n'est-ce pas, ils disent exactement le contraire de ce qu'ils pensent. Ils parlent exactement du contraire de ce dont ils doivent parler. Et arrivé, n'est-ce pas, à la maison, chacun s'est dit, bon, j'avais voulu dire ci, non. Il faut qu'aujourd'hui, le Malien ait le courage de parler aux Maliens. Peu importe la position politique, la position administrative ou la position économique. Parce que si ce pays-là, en réalité, tombe plus bas qu'il ne l'est aujourd'hui, en réalité, n'est-ce pas, nous allons tous en pâtir. Et pour les utopistes qui croient que dans ces pays, on peut créer, n'est-ce pas, des îlots de bonheur dans l'océan de la misère, ils se trompent. D'accord. Merci, merci Monsieur Camara, Monsieur Ataï. Donc finalement, le dialogue est nécessaire. Ce dialogue inclusif attendu est vraiment nécessaire. Alors, à en croire à M. Camara, il doit se faire avec franchise, avec sincérité, on doit tout se dire, mais ce dialogue doit porter sur quel aspect selon vous? Bon, parce que lui, il a cité éducation, santé, gouvernance. C'est ça. Moi, je pense que d'abord, c'est bien qu'on garde à l'esprit le caractère national des défis. Quelqu'un a dit ici qu'il ne faut pas estimer tout le temps les conflits entre les enseignants et le gouvernement. Il faut que chaque citoyen, de façon, sente qu'il a une part de responsabilité et qu'au moment de sacrifice, l'initiative qui sera posée sur la table soit soutenue par tout le monde. On a vu des pays qui ont affronté des crises où sont les citoyens qui ont fait des collectes par d'autres canaux, c'est possible, à travers des plaidoyers, pour pouvoir couvrir une situation d'exception. Et c'est pourquoi c'est important, comme il l'a dit, de garder à l'esprit le caractère. Vous savez, nous avons des institutions qui fonctionnent. On le dit comme ça. Hein. Le Parlement a voté la loi de finances il y a quelques mois, début de l'année 2019. Ils ont voté la loi de finances. Ce sont des parlementaires qui l'ont voté. Ils ont programmé ce qu'elle doit être. Et s'il y avait des recours, elle devait être déjà engagée. Mais quand même, nous sommes aujourd'hui face à des situations où le dialogue social d'abord, le dialogue social est indispensable. Et ça, il doit être inclusif et permettre à tout le monde aussi de porter sa voix. Par rapport à la sécurité, je ne sais pas si c'est nécessaire de l'évoquer. Aujourd'hui, il se passe quelque chose au centre qui peut-être qui est prévisible pour beaucoup de personnes, qui était prévisible, mais qu'on n'a pas pu anticiper. Mais à côté de cela, il faut toujours avoir le sens de la retenue pour les sorties, en stigmatisant une communauté par rapport à une autre. Parce que
aujourd'hui, si vous voyez un peu ce qui se passe, c'est qu'il y a une milice qui est citée, entre guillemets, une confrérie plutôt. Une confrérie dont on connaît les compositions ne sont pas d'une seule ethnie, mais de plusieurs ethnies. Mais par exemple, en citant une seule ethnie, et en supposant que c'est la seule qui a commis un forfait, sans en avoir les preuves, il faut toujours respecter la présomption d'innocence. Chose que nous avons vécue. Entre 2012 et maintenant, il y a eu beaucoup d'accusations qui ont été faites. Et si vous voyez aujourd'hui qu'il y a une sorte de retrait de ce qu'on appelle les enquêtes, les justices et tout ça, parce qu'au fur du temps, ils se sont rendus compte des choses qui avaient été vendues avec la propagande et les médias, et ils se sont rendus compte de la réalité en étant sur le terrain. Donc aujourd'hui, il faut être très attentif à ce que l'on dit pour ne pas que certaines communautés spécifiquement se sentent stigmatisées, mais tout en veillant à ce que l'impunité soit, qu'on veille sur qu'elle soit pas, que les gens ne restent pas impunis, le secteur ne reste pas impuni. Maintenant, pour le dialogue, aujourd'hui, nous sommes particulièrement dans la mise en œuvre de l'accord, qui est l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, qui c'est du processus d'Alger. Il y a 6 mois, il y a un pacte qui avait été signé avec les Nations Unies, avec le gouvernement, entre les Nations Unies et le gouvernement, sur la mise en œuvre de certains points prioritaires. Et il y a 2 jours, le 29 mars à New York, vous avez écouté bien les discours de tous les partenaires du pays au niveau international, qui sont complètement divisés sur ces questions-là. Il y en a qui pensent que l'aménagement est inutile. Il y en a qui pensent que ça n'avance pas, qu'il faut aller vers une feuille de route, tout de suite et urgente sur des priorités. Ça veut dire que les défis sont énormes. Les questions institutionnelles dans l'accord, on touche juste au superficiel, on a perdu fond. Il y a récemment un comité d'experts, je pense que souvent, il y a des choses, moi je pense qu'il y a souvent des choses que l'on crée pour créer une distraction, pour faire oublier aux gens certaines questions. Et si on pense que la paix, c'est la néo-guerre, c'est faux. Si l'on pense également que la paix, c'est uniquement et seulement la sécurité, c'est faux. La paix, c'est un art. C'est un art autour de ça. Et il faut aussi chercher le caractère substantif de cet art. C'est quoi? C'est un programme. Il faut disposer d'un programme, d'une stratégie. Il faut s'adapter au contexte. Et la paix est une composante de la gouvernance. Donc aujourd'hui, on ne peut pas laisser les choses, certaines situations pour dire qu'on va gérer d'autres, et finalement les autres pourrissent et évoluent. Et ça, c'est un danger. Il faut discuter dans la mesure du possible pour que chacun puisse assumer sa part de responsabilité pour ce qui lui revient, et que les débats soient faits, comme il a dit, de façon sincère. Que l'on dépasse les considérations un peu faites sur des préjugés, des stéréotypes, qui deviennent toujours les débats. Quand vous rencontrez certains hommes politiques qui sont censés être à la hauteur de certains débats, vous trouvez que c'est toujours au niveau de, je sais pas, vous avez l'impression d'écouter quelqu'un qui est apprenti dans une sotrama ou je sais pas quoi. Mais c'est quelqu'un qui est censé prendre des décisions pour le pays, comme il a dit, des sorties souvent qui ne sont pas nécessaires. Mais il faut mesurer, il faut être, je vais résumer pour dire qu'il faut être à la hauteur des défis. On a besoin d'une équipe qui sait que faire face aujourd'hui à la paix, c'est avoir une approche, c'est avoir des objectifs, c'est mesurer les dimensions. L'approche, il faut l'appropriation locale. Les objectifs, il faut être efficace et responsable pour y arriver. Et les dimensions, il faut comprendre qu'elles sont politiques, qu'elles sont holistiques, mais également qu'elles sont techniques. C'est ça aussi les chantiers de la construction et de l'avenir. Merci, M. Ataï. M. Fomba, M. Ataï parlait tout de suite quand même en fait, d'une situation, je crois que tout le Mali est en train d'en parler aujourd'hui, c'est-à-dire d'éviter l'amalgame, parce qu'il a parlé de cette tendance à ethniciser les violences au centre. Alors, qu'est-ce que vous pensez en fait de cet élan qui consiste à ethniciser ces problèmes en fait au niveau du centre? Bon, moi je pense que ce qui est au centre, comme les gens le pensent, c'est loin d'être un problème ethnique. Moi, la crise malienne, ça n'a jamais été une crise ethnique. Et ceux qui pensent que c'est des crises ethniques, c'est pour trouver des moyens et créer d'autres conflits dont on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, il est important que les gens comprennent que nous avons notre culture. C'est l'abandon de nos cultures qui nous amène vers ça. Auparavant, moi je suis Bamana. Quand vous voyez un voleur parmi vous, ou bien un brigand, mais il faut l'évacuer de la famille. Ce n'est pas un d'entre vous. Et c'est ça la culture malienne de façon générale. Ce qui se passe au centre n'a rien à voir avec les ethnies. Et je te dis aujourd'hui, les Dogons et les Peuls, c'est des gens qui font tout ensemble. Et nous, on ne va pas rentrer dans ce jeu. Et je pense que tous les Maliens doivent se dresser contre des gens qui ont cette mentalité
d'ethniciser ce problème-là. Nous avons un problème auquel l'aménagement aussi devait jouer son rôle, ne l'a pas joué, parce qu'il y a des dispositions de l'aménagement qui lui permettent de protéger la population civile. Et il est indéniable, il ne faut pas qu'on se trompe. Personne n'a le droit de sécuriser le peuple malien si ce n'est pas l'État, le gouvernement. C'est le rôle régalien du gouvernement de protéger et de sécuriser la population. Donc l'État est à la recherche de la base juridique. Nous avons des problèmes, on n'a pas des militaires pour aller à tous les niveaux, cela est vrai. Mais il est important qu'on n'essaye pas d'amener d'autres problèmes. Le Mali n'a pas besoin de ce problème d'ethnicisation. Et nous allons combattre ceux-là qui vont faire cet amalgame, parce qu'on doit les combattre. Nous, on veut rester dans nos pays, on veut que notre pays garde son honneur et sa dignité. C'est comme je l'ai dit au départ, ce qu'ils disent là, c'est comme un film. Nous voulons aujourd'hui que tout le peuple malien, qu'on se dise que nous avons des difficultés aujourd'hui, mais on peut les remonter en se donnant la main et en disant que ce n'est pas un problème ethnique. Il y a des bandits qui commencent à attaquer. Trouvez ces bandits, traduisez-les devant la justice, mais il faut éviter l'impunité et que chacun joue son rôle. Et à côté même de ce programme de sécurité, il faut un programme de développement économique pour essayer d'aller petit à petit. Donc vraiment, il ne faut pas qu'il crée de l'amalgame. On va combattre ceux-là qui veulent faire de ce problème un problème ethnique. Et du coup, nous revenons à la nécessité, en fait, de nous retrouver entre Maliens afin de gérer ensemble. Mais est-ce que ces cadres-là, ces cadres, en fait, dans lesquels tout le Mali va se faire représenter, est-ce que ces cadres est-il forcément un gouvernement de large ouverture, par exemple? Non, moi, je suis formellement contre un gouvernement d'union nationale. Je suis contre. Nous avons une opposition politique très forte, compétente, qui a montré. Nous avons une majorité qui est là, qui doit aider le président et le gouvernement. Mais nous avons besoin de faire un dialogue national inclusif qui n'a rien à voir avec un gouvernement d'union. Il ne faut pas que les gens mélangent les choses. Nous voulons que les fils de ce pays se retrouvent. Qu'on se retrouve pour discuter de toutes les questions comme ça avait été dit depuis le temps. Et qu'il y ait une feuille de route. Et sur lequel le gouvernement peut travailler. Et on va aussi aider le gouvernement à reconstruire notre pays. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans la résistance au changement. Depuis 2012, on devait faire cette conférence nationale inclusive avant même d'organiser les élections. Et voilà qu'au fil du temps, ça nous rattrape. C'est le bon moment. Et surtout à partir du moment où le président a eu un courage hautement patriotique d'appeler le chef de file de l'opposition pour commencer à décrypter la situation en parlant avec les hommes politiques et autres personnes. Nous attendons aujourd'hui le président de la République se prononcer devant la nation pour nous dire en fait, après toutes ces rencontres, quelle est la décision finale, quelle orientation politique. Cela est très important. Et même en plus de cela, parce qu'un président de la République ne peut pas sortir comme ça pour s'adresser à la nation. Mais il doit sortir pour s'adresser à la nation en parlant de la conférence nationale inclusive. On est en guerre. Et nous souhaiterons même que le président fasse appel à tous les militaires officiers nommés ambassadeurs partout, qu'ils reviennent sur le territoire malien et qu'on les répartit sur tout le territoire malien. Et qu'on essaye de faire en sorte que le problème se discute en malien. Moi, je sais aujourd'hui, quelle que soit la pression de la communauté internationale, si nous parlons du même langage, on va réussir et le président va sortir la tête haute. Mais cela ne peut se faire que lorsqu'on discute d'un dialogue national inclusif. Mais je le dis, je suis contre un gouvernement d'union nationale. Merci M. Fomba, M. Togo. Quelles sont alors les chances en fait d'un dialogue inclusif, les chances d'avoir un seul langage pour tout le Mali sans ce gouvernement d'union nationale? Vous savez, je suis... d'abord pour moi, ce qui se passe au Mali, d'abord, on doit s'interroger. Le président de la République, de facto, a rencontré M. Modibo Sidibé, il a rencontré M. Zoumana Sako, il a rencontré M. Oumar Mariko, il a rencontré M. Tchiblin Dramé, il a rencontré l'honorable Tcham, il a rencontré d'autres, il a rencontré son Excellence Soumaïla Cissé 4 fois. Mais tous les Maliens s'attendent au moins qu'ils nous proposent quelque chose. Pourquoi ce retard? Justement, selon vous. Non, parce que pour moi,
ce qui est très grave, c'est que le président de la République, avec tout ça, il a d'autres programmes de voyage. Si j'étais le président Ibrahim Boubacar Keïta de facto, j'allais rester dans mon pays pour gérer aujourd'hui la crise. Je n'allais même pas voyager. Et qu'après avoir rencontré tous ces leaders, la CEMA, tous les autres, après avoir discuté avec tout le monde, j'allais m'adresser à la nation pour donner un programme. C'est vrai, il a pris le téléphone, il a appelé Soumaïla Cissé. Oui, après avoir appelé Soumaïla Cissé, c'est que les Maliens s'entendaient à l'ouverture. Et les Maliens s'entendaient à des débats. Et les Maliens s'entendaient qu'on ait rapidement trouvé la solution. Les élections, ce qui n'est même pas prévu pour les élections législatives. Dans 3 mois, ça sera la fin des mandats des députés. Et rien n'est prévu pour prolonger leur mandat. Alors, est-ce que nous n'allons pas être butés devant des situations juridiques qui vont nous pousser donc à aller rapidement dans l'incertitude? Pour nous, il fallait rapidement aller discuter, mais nous pensons que le président est dans son cap. Il a une logique. Ils veulent continuer à rédiger leur constitution avec des gens que nous pensons que réellement aujourd'hui ils ne sont pas mieux placés pour rédiger la constitution, parce que pour nous, notre vision pour faire la constitution, c'est de faire en sorte d'abord une concertation, ça veut dire la rencontre nationale avec tous les Maliens et les grandes lignes dégagées. C'est en ce temps qu'on mettra les experts pour rédiger tout simplement ce qu'on les donne et nous rédige. Mais aujourd'hui, ces concertations, que ce soit la CEMA, que ce soit les cadres de concert, que ce soit les hommes politiques, que ce soit la société civile, que ce soit les religieux, tout le monde attend. Et chaque jour, ça urge. C'est comme si c'est le début du cancer. Donc les gens veulent rapidement circoncire et trouver la solution pour essayer d'éloigner la maladie. Mais au lieu que ça parte à des situations où on ne peut plus contrôler pour que ça se généralise rapidement, nous attendons la sortie du président de la République. Mais d'abord, ce que j'ai remarqué tout récemment, avec aussi le discours du Premier ministre face à la communauté internationale, je me suis dit que j'étais en train de rêver. Rêver en ce sens, tout ce qui a été fait avec vous, tout ce qui a été fait avec la communauté internationale, tout ce qui a été fait avec les Maliens, s'il nous dit aujourd'hui que la sécurité, effectivement, que nous sommes en train de maîtriser, or, à Ogossagou, l'histoire, c'est que la communauté internationale, tout le monde a vu ce qui s'est passé à Ogossagou. Tout le monde sait ce qui se passe au centre aujourd'hui. S'ils continuent à dire que les élections se sont passées dans de très bonnes conditions, les manifestations qui sont passées au Mali et à l'extérieur, en France, partout, c'est du jamais vu au Mali après les élections présidentielles. Alors, s'ils se tapent la poitrine, or, en 2013, c'est que... En fait, M. Togo, moi, j'aurais vraiment aimé qu'on dépasse les élections. Non, je reviens pour te dire, parce que s'il y a une crise, si on a une crise, d'abord, il faut la confiance s'instaure. Pour nous, d'abord, ce qui est important aujourd'hui, le président de la République, de facto, devrait sortir pour s'adresser rapidement à la nation, pour donner les directives, pour qu'on puisse dépasser le cap et aller vers l'essentiel. Mais aujourd'hui, pour gérer cette crise, il faut cette solution. Mais nous voyons que rien ne se passe. Au contraire, je pense demain ou après-demain, dans la semaine, il va aller à Kigali encore, dans son avion pour aller se promener. D'accord, merci, merci monsieur Togo. Monsieur Ataï, dans un pays où tout est politique, tout est politisé, ces dialogues tant attendus, alors finalement, à quelle chance de se réaliser sans ce gouvernement d'union nationale? Bon, je pense que je ne dirais pas... Je sais quand même qu'en ce moment, on a senti un peu, comme ils l'ont dit, les discussions entre l'opposition radicale, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, L'opposition républicaine en tout cas, si vous voulez comme ça, démocratique, avec le gouvernement sur des questions de rapprochement sur l'international. Il leur appartient de voir comment ils vont composer ce gouvernement. Et cependant, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir des objectifs, d'avoir une stratégie, d'avoir un plan, un programme, et de s'y donner, et d'être prévisible sur les actions. Également, il faut un courage politique. Vous savez, la paix ne se décrète pas, elle se construit. Et cette construction de la paix, son côté art, comme je le disais, c'est le côté programme. C'est l'audace politique. Et ça, il faut aussi prendre en compte le fait de l'évolution des sociétés. Nous avons besoin d'un système aujourd'hui, pas que d'individus. C'est vrai que souvent, il faut des dirigeants forts, comme on le dit souvent, un leadership fort pour diriger une équipe capable. Cependant, lorsque le système n'est pas adéquat ou adapté,
lorsque les institutions ne sont pas assez mises à jour et que l'indépendance entre la justice et les politiques n'est pas assurée, mais également qu'on n'a pas aussi qu'on travaille sur un mandat ou sur un quinquennat. Il faut se lancer dans l'avenir. C'est pourquoi j'ai parlé un peu du caractère holistique de ces chantiers de construction. Et le caractère politique est imminent dans cette disposition. Donc, déjà, je pense qu'il faut être un peu optimiste. Il y a des choses qui se passent. Et souvent, il arrive dans certains pays, on peut voir un peu dans beaucoup de pays, dans le passé, c'est qu'il y a eu des nations, des peuples qui ont souvent gagné la guerre, mais qui n'ont pas si gagné la paix qui a suivi. Mais ils ont gagné la guerre. Donc à cela on tire deux enseignements. C'est que terminer la guerre n'est pas forcément arriver tout de suite à la paix. Le deuxième enseignement, c'est que les vertus, n'est-ce pas, pour gagner la guerre, ne sont pas des vertus, sont des vertus opposées à celles nécessaires pour gagner la paix. Donc, à un moment donné, soit vous êtes en guerre, vous prenez les vertus de la guerre, vous l'amenez très bien, ou bien vous voulez faire la paix, vous vous adaptez à ces vertus de la paix. Et là, il faut qu'il y ait une culture de paix. Et cette participation, elle est collective. Les médias y participent, les forces politiques y participent, les religieuses y participent. Il va falloir qu'ensemble, on sache que l'on veut et qu'on se fixe des objectifs avec un moment de bilan pour savoir que nous sommes en train d'avancer. Donc, ça, c'est un chantier complexe. Et quelqu'un disait une fois que il y a un grand savant européen qui est spécialiste de la paix qui disait que la guerre est un but simple qui nécessite des moyens sophistiqués. Et la paix est un but complexe et pour lequel on déploie des moyens simples. Ça veut dire qu'on met plus de moyens à faire la guerre qu'on en met à faire la paix. Et les moyens, ce ne sont pas que des moyens. C'est pourquoi il ne faut pas rater de vue le thème. Le thème, c'est à quel prix la paix. Ouais. Parce quelle paix, à quel prix. Je pense qu'il faut parler de coût. Et le coût, il n'est pas que financier. C'est vrai qu'il est financier, mais c'est une concession, c'est un courage, c'est une capacité de voir qu'aujourd'hui, dans cette occasion que l'on a, il faut faire de cette situation malheureuse une opportunité. Une opportunité de revoir tout ce qui a été les causes. Parce qu'on a l'habitude de traiter les conséquences. Faire la paix, ce n'est pas gérer les conséquences. Faire la paix, c'est s'attaquer aux causes, d'être prévisible et de s'adapter en termes d'institutions. L'accord parle d'armée reconstituée. L'accord parle de transfert de compétences. L'accord parle des pouvoirs de régionalisation. Tous ces éléments-là sont des questions sur lesquelles il faut avancer. C'est pourquoi on n'avance pas sur les DDR, parce que les gens qui ont pris souvent des armes disent « j'ai pris des armes pas pour avoir juste un emploi », parce que parmi ces gens, vous avez des centaines d'hommes qui ont quitté des rangs, souvent des postes d'opportunité, mais qui ont rejoint une revendication politique. Et jusqu'ici, à ce que je sache dans le droit international, une insurrection, quelle qu'elle soit, elle n'est pas une infraction. Ce sont les faits que l'on commet pendant cette insurrection ou cette action qui est une infraction grave. Mais il y a des actions qui sont des insurrections comme le terrorisme qui sont très graves, qui sont déjà des infractions à la base, si on se réfère aux lois internationales et celles du Mali également. Donc je vais dire seulement qu'ici, il faut savoir que les violences, les conflits, c'est souvent lié à l'être humain. Chaque temps qu'on vit ensemble, il y a des conflits. Mais faisons en sorte que, comme l'ont fait certains avant nous, saisir cette opportunité de faire un peu, n'est-ce pas, la mise à jour et en faire une opportunité pour construire une paix durable. Je dis bien une paix durable, pas une paix qui traite les conséquences. Merci. M. Ataï. M. Camara, M. Ataï disait tout de suite dans son propos qu'en faisant ces dialogues, en tout cas inclusifs, le côté politique est très très important. Est-ce que nous devons nous attendre alors à forcément un gouvernement qui va s'ouvrir à tout le monde, un gouvernement de large ouverture, qu'on appelle souvent un gouvernement d'union nationale. Alors, de toutes les façons, qu'il faut-il faire selon vous pour que tout le peuple du Mali puisse vraiment sérieusement se retrouver autour des questions les plus essentielles? Très bien. Donc avant de répondre à cette question, n'est-ce pas, du gouvernement d'union nationale, vous permettrez que je puisse dire deux mots par rapport à la sécurité. Moi, je pense que M. Fomba l'a dit, ne perdons pas de vue les fondamentaux. Le Mali, c'est un grand pays, c'est-à-dire vaste, 1 240 000 km², mais c'est un petit pays. Un petit pays en ce sens que presque tous les Maliens se connaissent. Vous savez, si vous ne connaissez pas un Malien, demandez à un autre. Vous ne trouverez pas une troisième personne. Vous ne demanderez pas à 3 personnes sans connaître un peu, n'est-ce pas, l'essentiel sur cette personne. Donc,
il est extrêmement important que les populations soient impliquées dans la gestion de notre sécurité. Absolument. Et vous permettrez que je fasse référence à mon grand-père, M. Dissa. Pendant que mon grand-père était chef de village, j'ai remarqué que dans son vestibule, toutes les fois qu'un étranger venait dans notre village et qu'il disait qu'il venait de tel village du Mali, il y avait quelqu'un qui connaissait ce village-là ou qui connaissait au moins une personne de ce village. Et quand on lui posait la question, on pouvait savoir exactement si ce qu'il disait était vrai ou faux. Donc, si les populations sont impliquées à la base, si les légitimités traditionnelles sont impliquées, si nous faisons, n'est-ce pas, appel à notre organisation sociale, alors je vous dis sincèrement qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de mauvaises graines qu'on va pouvoir mettre de côté. Parce qu'il faut faire la part des choses, hein. Il faut faire la distinction entre la bonne graine et l'ivraie. Beaucoup de choses se passent au Mali, mais ces choses ne sont pas nécessairement l'œuvre des Maliens. Et j'ai du mal à croire que certaines de ces choses-là sont l'œuvre des Maliens quand je connais un peu, n'est-ce pas, l'éducation alors de l'enfant malien, de l'homme malien, de la femme malienne. Donc cela dit, il est important en tout cas qu'au-delà, n'est-ce pas, de cette implication des populations, que l'État ait le monopole de la violence. Moi, je suis partisan de ceux qui pensent que toutes les milices doivent disparaître, quelles qu'elles soient, sans distinction. Et que ce soit l'État seul qui ait ce pouvoir d'exercer de manière légale, légitime, la violence. Mais l'exercice de la violence d'État n'est pas, n'est-ce pas, un terrorisme d'État, hein? C'est-à-dire utiliser la force brute et brutale pour terroriser les populations, pour les racketter, pour les humilier, pour les rabaisser. Cela va créer un fossé entre, n'est-ce pas, les populations et les représentants alors de l'État. Et ces sentiments-là, nous devons essayer, n'est-ce pas, de trouver les moyens de le combattre et de créer une confiance, une harmonie, une entente, voire même une complicité entre les populations et ceux qui représentent, n'est-ce pas, l'État à travers l'exercice de leur pouvoir. Donc, ceci étant, il est clair que toutes ces dispositions sont essentielles, mais on ne réussira pas la paix si, n'est-ce pas, alors on n'arrive pas à combattre l'ignorance, si on n'arrive pas à combattre la misère, n'est-ce pas? Donc la misère et l'ignorance sont aussi des facteurs aggravants, n'est-ce pas, de l'insécurité. Donc c'est des phénomènes qu'il faut véritablement combattre. Donc cela dit, comme vous l'avez remarqué, n'est-ce pas, chacun a pu le remarquer, le président de la République, je demande à M. Togo, et alors de ne plus ajouter de facto. On est sorti, n'est-ce pas, de la campagne et de la guerre, n'est-ce pas, liée à cette campagne-là. Je crois que le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a été déclaré vainqueur au sortir de l'élection. L'opposition, n'est-ce pas, que Togo représente ici, en réalité ne l'avait pas reconnu. Et je crois que le fait d'aller vers, n'est-ce pas, ce dialogue-là, c'est une reconnaissance implicite, n'est-ce pas, du pouvoir, alors de l'autorité du président de la République. Donc aujourd'hui, le président de la République, en rencontrant les forces politiques, en rencontrant les forces sociales, en rencontrant, n'est-ce pas, les différentes sensibilités de notre pays, véritablement, n'est-ce pas, on attend de lui des décisions. C'est-à-dire au moins une feuille de route. C'est qu'à travers cette feuille de route-là, qu'on sache qu'au sortir, n'est-ce pas, de ces discussions, de ces rencontres, de ces échanges, à quel sein, n'est-ce pas, désormais nous devons nous vouer. Maintenant, faudrait-il aller vers un gouvernement d'union nationale? Ce qui serait, n'est-ce pas, la gestion consensuelle du pouvoir. Et c'est ce qui avait été appliqué par ATT en son temps et critiqué à un certain moment donné. Ou faut-il aller vers une gestion concertée? Une gestion concertée, c'est-à-dire que à chaque fois, l'opposition va continuer à jouer, n'est-ce pas, son rôle d'opposition. La majorité va jouer son rôle de majorité. Mais à chaque fois que des décisions essentielles sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel, bref, qui engagent, toute décision qui engage la vie de la nation, que l'opposition puisse être approchée de façon intelligente, responsable et constructive, et que cette opposition puisse aussi faire, n'est-ce pas, des propositions permettant véritablement alors à ceux qui ont la charge de prendre des décisions, n'est-ce pas, de pouvoir les prendre alors de façon inclusive et dans l'intérêt supérieur de la nation. Donc c'est pour dire simplement que
au sortir de ces discussions-là, c'est au président de la République et aux hautes autorités politiques avec lesquelles il a pris langue, n'est-ce pas, de pouvoir nous proposer, en tout cas, nous leur faisons confiance au regard de leurs responsabilités, au regard de leur engagement, de leur patriotisme. Alors nous leur faisons confiance et nous pensons qu'il leur revient, n'est-ce pas, de prendre toute décision qui s'impose et que s'ils ne prenaient pas la bonne décision, ils seront interpellés par l'histoire. D'accord. Merci, Monsieur Camara. Monsieur Fomba. Monsieur Camara nous parle de deux options. La gestion consensuelle du pouvoir ou la gestion concertée du pouvoir. Mais déjà, en vous écoutant, nous savons que vous êtes pour une gestion concertée du pouvoir. Mais est-ce que nos politiques ont cette culture, en fait, de la gestion du pouvoir? Mais, d'accord, moi je te parle en tant que politique, je suis président d'un parti politique. Vous savez, on s'attend à ce que cette décrispation politique intéresse la vie de la nation et non la vie des politiques. Moi j'ai même l'habitude de dire que nous, les partis politiques à l'heure actuelle où nous sommes, nous devons aujourd'hui sortir pour présenter nos excuses publiques à cette nation. Ça fait 27 ans. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est des manques de vision politique. C'est le manque de courage politique. Et souvent, c'est pour cela que certains te donnent l'impression que les hommes politiques sont différents du peuple. Alors que nous sommes citoyens de ce pays. Et ces hommes politiques, personne ne cherche le pouvoir pour détruire son pays. Donc si nous voulons faire la démocratie, on veut lutter démocratiquement. Moi j'ai beaucoup de respect pour toutes les tendances politiques. Et ce respect-là, il faudrait que ça soit une gestion concertée, comme il a dit. Et c'est là qu'on va se reconnaître dans ce pays. Il est important que nous nous disons d'abord, s'il y a opposition et majorité, d'abord il y a le Mali. Et faisons en sorte qu'il y ait le Mali. Et battons-nous pour le Mali. Aujourd'hui, qu'on soit à l'opposition ou à la majorité, à un certain moment, les pays africains doivent comprendre que les présidents que nous avons n'ont pas toujours la main libre. En ce moment, à un certain moment, pour sauver la vie de la nation, vous donnez la main et vous obligez le président à aller dans le sens souhaité par le peuple, par la nation tout entière. En ce moment, les organisations internationales auront peur de lui tordre la main. Et souvent, les présidents veulent qu'on le fasse. Ils ont ça dans leur tête. Mais ceux qui sont en bas ne le comprennent pas. Et aujourd'hui, c'est cette période que le Mali traverse. Moi, je le dis, nous ne sommes pas à un moment où certains doivent dire il faut faire partir le président de la République. Je ne rentre pas dans ce jeu. Si le président, même s'il décide aujourd'hui volontairement de dire que bon, moi je vais partir, qui fera l'unanimité que les Maliens lui choisissent comme président? On va ouvrir la porte à quelqu'un d'autre qui va venir et qui va tout chambouler. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que le président Ibrahim Boubacar qui est ayant le pouvoir, qu'on le mène sur la bonne voie, qu'on le montre la bonne voie, et que désormais, que les présidents élus du Mali sachent que c'est le peuple qui a le pouvoir, et c'est le peuple qui peut changer leur position. Donc, en ce temps, c'est ça la vraie phase de la démocratie. En ce moment, nous ne voulons pas que les politiques se partagent les gâteaux, parce que c'est cette impression encore qu'on va donner, c'est un partage des gâteaux. Et nous voulons maintenant que ça ne soit pas le cas, même si les politiques ont fait la conquête du pouvoir pour gérer le pouvoir, mais que l'opposition, que j'ai tout le temps qualifiée de civilisée, reste dans son clan, que la majorité aussi soutienne le gouvernement, l'action du gouvernement, qu'on se retrouve en débat, qu'on se dit, bon, nous avons fait ça, nous avons fait parce que nous voulons ça. De toutes les mille manières, on ne doit pas s'attendre que l'opposition va dire que c'est bon. Même si le président de la République amène l'or aujourd'hui, l'opposition va dire que mais tu peux amener le diamant. Il faut que les gens comprennent que c'est comme ça aussi, que l'opposition ne va pas féliciter tout le temps le président, mais il l'encourage et il le pousse à aller vers un certain niveau. Donc nous ne sommes pas pour un gouvernement d'union nationale. En tout cas, je le dis, dès qu'il y aura un gouvernement d'union nationale, moi je suis de la majorité présidentielle, nous démissionnerons de cette majorité et nous allons constituer une commission de veille pour surveiller ce gouvernement d'union-là. Parce qu'il y a un certain moment, il faut que les politiques sachent qu'on ne fait pas la politique pour avoir des postes, mais on fait la politique pour sauver le pays. Merci M. Fomba, M. Ataï. Un autre problème quand même que le gouvernement doit gérer, c'est un engagement pris vis-à-vis de la communauté internationale, la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le bilan en fait des avancées à ce niveau-là?
Bon, je pense que cet engagement n'est pas qu'avec la communauté internationale, mais elle accompagne cet engagement. Et c'est dans l'esprit de certains nombres de mesures. Et je pense que vous faites référence au pacte pour la paix qui a été signé il y a 6 mois entre le gouvernement de la République du Mali et les Nations Unies pour faire avancer les dispositions de l'accord, surtout les plus pertinentes. Et le bilan que l'on peut faire d'il y a 6 mois, parce qu'il y a ce qui a été dit par à la fois le gouvernement, mais aussi ceux qui ont tenu à ce que le gouvernement avance, c'est que, comme je le disais au début, c'est que nous faisons du superficiel. Jusqu'ici, les questions du fond, les réformes, on appelle les réformes. Et c'est pourquoi j'évoquais le courage politique. Et quand vous prenez par exemple une disposition par rapport au code de collectivité, parce que dans cet accord, vous avez l'article 3 qui dit que le gouvernement de la République du Mali prend toutes les dispositions nécessaires, voire législatives, réglementaires, voire constitutionnelles, pour prendre en charge les dispositions de l'accord, pour la mise en œuvre. Et vous avez par exemple des dispositions qui ne sont que des mesures législatives. On a du mal jusqu'ici à adapter certaines lois à ce que demande l'accord pour qu'on puisse avancer. Quand vous prenez par exemple la question du développement, la zone de développement, c'est maintenant, c'est 3 ans après que le gouvernement commence à ouvrir la question des zones de développement, qui est censée être une zone opérationnelle financée par les fonds de développement durable. Ça n'a pas avancé. Vous avez l'armée reconstituée, la question épineuse de l'armée reconstituée. Pour le cas du Mali, on était allé des principes d'un DDR ordinaire, avec un site de cantonnement, tout ça, mais par le temps, on a essayé de s'adapter au contexte pour essayer d'aller vers des DDR accélérés. On a eu un prévu de DDR accéléré, mais il devrait être l'échantillon de l'armée reconstituée. Mais jusqu'ici, il y a des textes à revoir, des textes au niveau de l'armée à revoir, pour adapter ceci à la composition des structures de l'armée, parce que l'armée reconstituée, il faut le dire, ce n'est pas qu'une composition mixte et diversifiée de l'armée, mais c'est aussi une gestion au niveau du commandement, une capacité, un rôle inclusif de tout le monde au sein des décisions que prend l'armée pour la sécurité. Aujourd'hui, vous avez des unités spéciales qui sont prévues. Les unités spéciales, ce n'est pas parce que les unités sont composées de FAMA et d'ex-rebelles qu'elle est spéciale. Le caractère spécial doit être un caractère de capacité opérationnelle en termes d'efficacité, de mobilité des ressources et des équipes légères. Tout ça doit être discuté dans les fonds, mais à chaque fois on touche à ça. Il y a des ateliers il y a des financements qui sont faits pour ça. On touche à des ateliers, on fait des ateliers, après, silence radio. Donc, on pense qu'il y a des difficultés pour le gouvernement d'avancer vraiment sur ces mesures-là. Des promesses sont renouvelées. Il y avait un cadre au nom de la volonté de faire la paix. Les partis maliennes, c'est que les signataires, ont créé des cadres intermaliens pour échanger sur des questions avant les CSA. Ce cadre de la CMA s'est retiré il y a quelques semaines parce que le gouvernement a pris un décret de façon unilatérale pour l'opération d'Emba sur les 3 fuseaux horaires jusqu'à Kidal. Pendant que l'armée n'est pas reconstituée, nous n'avons pas les effectifs prévus pour ça. Les unités spéciales également. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la légalité ne confère pas forcément la légitimité. Mais la légitimité peut conférer la légalité. Il faut aujourd'hui comprendre également qu'il faut sortir de la théorie du complot. Quand vous voyez certaines analyses, on a l'impression que ce sont toujours les autres qui sont à la base de nos problèmes. Il faut que l'on assume nos problèmes, que l'on fasse, et puis que la société civile joue son rôle. Quand on la sent, souvent on a l'impression que c'est elle le gouvernement ou elle les partis politiques. Il faut qu'elle commence à se mobiliser pour comprendre les situations, jouer un rôle de société civile pour que l'on avance. Donc je vais dire rapidement que jusqu'ici, il n'y a pas d'avancée majeure. On a touché à des éléments superficiels. Les gens ont peur du fond du document. Le comité d'experts pour la révision constitutionnelle est en train de faire sa consultation. Il est censé remettre son rapport le 1er avril dans les chronogrammes qui a été effectué par le ministère de l'administration territoriale. On ne sait pas s'il va le faire. Normalement, avant de le faire, on est censé comprendre que tout le monde a assuré que les mandats qui leur ont été confiés, qui sont dans ces mandats-là. Et là, on pourrait dire qu'il y a des avancées. Mais jusqu'ici, la crainte existe, le terrorisme avance, les centres fait peur, s'embrasent. Et je vous dis aussi ce qui me fait peur personnellement, ça c'est personnellement, il y a la zone aurifère avec les frontières ici, d'exploitation minière, où vous avez un taux de densité énorme avec des armes de la drogue qui circulent. Si jamais ça explose de ce côté-là, ça va être très compliqué à gérer. Il va falloir anticiper, il va falloir assumer et avoir un courage politique pour que l'on sorte de cette crise. Merci M. Ataï. M. Camara, alors le terrorisme qui avance, les centres qui s'embrasent, alors quelles sont finalement les marges de manœuvre en fait des pouvoirs publics pour la mise en œuvre accélérée de l'accord
dans cette situation, en fait, qui n'est vraiment pas réjouissante? Bien, il faut reconnaître que les marges de manœuvre sont minces. Mais en tout état de cause, le gouvernement, n'est-ce pas, à l'initiative. Je pense que la première marge de manœuvre dont dispose, n'est-ce pas, le gouvernement, c'est n'est-ce pas, c'est la force de l'initiative. J'imagine que vous et moi, n'est-ce pas, on est un peu informés de la situation réelle du pays, mais le gouvernement, en temps normal, doit pouvoir disposer de tous les éléments d'information, n'est-ce pas, sur les différentes réalités alors auxquelles nous faisons face. Donc maintenant, quand des problèmes concrets sont posés, ces problèmes concrets ne peuvent avoir que des solutions concrètes. Il ne sert à rien de vouloir fuir les problèmes. Quand vous fuyez les problèmes, vous les aggravez davantage. Mais quand vous affrontez les problèmes, certes, vous pouvez avoir des difficultés à les résoudre, mais il est clair que, n'est-ce pas, vous finirez par les surmonter. Donc je pense que le courage politique qui a été évoqué prend tout son sens à ce niveau. Il faut que le gouvernement, n'est-ce pas, ait le courage de poser les vraies questions sur la table et que, n'est-ce pas, chacun, en ce qui les concerne, puisse s'investir à ses côtés pour apporter les vraies réponses. Tant que, n'est-ce pas, nous allons essayer de faire le faux fuyant, tant que, n'est-ce pas, nous aurons peur alors de poser, n'est-ce pas, ces questions-là, tant que les leaders, quels qu'ils soient, ne prennent pas l'initiative de venir vers les, n'est-ce pas, les populations pour leur expliquer concrètement ce qui se passe. Parce que, n'est-ce pas, comme je le disais tantôt, nous n'avons pas toutes les cartes en main, nous n'avons pas toutes les informations. Nous vivons dans ce pays, nous savons à peu près ce qui se passe. Mais j'imagine que, n'est-ce pas, un ministre du gouvernement, alors, a beaucoup plus de responsabilités, de moyens, n'est-ce pas, de l'État pour pouvoir s'informer, pour comprendre un peu les choses, ainsi de suite. Donc, bref, il faut que les responsables aient le courage de poser les vraies questions et d'apporter les vraies solutions. Maintenant, il y a des décisions à prendre. Vous savez, quand on est dans une situation comme celle que nous connaissons aujourd'hui, il ne faut pas chercher à être populaire. Il ne faut pas chercher à être aimé de tous. Il ne faut pas chercher à être applaudi. Donc, il faut simplement, n'est-ce pas, en âme et conscience, face à Dieu, face à l'histoire, face, n'est-ce pas, alors à la nation, prendre les décisions qui s'imposent et en assumer purement et simplement les conséquences. Et je pense que de cette façon-là, il est clair que, n'est-ce pas, nous pouvons juguler au fur et à mesure, n'est-ce pas, ces différentes crises-là et résoudre véritablement les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Merci, M. Camara. M. Togo, alors, y a-t-il un prix à payer pour la paix, si oui, lesquels et par qui? Oui, il y a effectivement des prix à payer parce que, vous savez, d'abord, je pense que pour les prix à payer, la première des choses, c'est qu'il faut que les uns et les autres acceptent le sacrifice. Ça veut dire, s'il n'y a pas de sacrifice et que les gens pensent qu'il faut travailler pour l'intérêt personnel, il sera difficile de résoudre le problème. Il faut que les gens dépassent leur petite personne et que ceux qui ont eu la responsabilité d'être peut-être choisis, bien ou mal, comme on me dit de ne pas dire facto, ils savent qu'on nous a imposé. Alors ces hommes doivent au moins se regarder l'avenir de notre pays. Parce que ce qui est important aujourd'hui, si on ne fait pas attention, c'est que le Mali est en train de disparaître. Et que l'histoire retiendra un jour. L'accord a été signé depuis des années. La solution, c'est de trouver aujourd'hui des solutions aux problèmes posés de façon concrète. La profondeur, ça veut dire un débat de fond sur les grandes préoccupations. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solution proposée. Il est bon, si ça ne va pas, il faut que les gens se rencontrent tête à tête pour discuter, pour voir ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher. Parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre de l'illusion pour dire que ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. 4 ans, ce qui doit être appliqué 1 an, on est à 4 ans, on n'arrive pas à trouver la solution. Donc ça veut dire qu'il y a problème. Et si forcément il y a problème, comme les Blancs aiment à dire, tout travail bien fait a un résultat. Si le travail est mal posé, il n'y a pas de résultat.
Alors donc, posons le problème de façon concrète et trouvons la solution à travers les hommes et les femmes. On se regarde en face, on se retrouve quelque part, on s'assoit, on boucle la maison durant une semaine. Si on veut ne même pas manger et on trouve la solution, on sortira pour que la souffrance des Maliens puisse être donc gérée. Mais aujourd'hui, ceux qui sont au nord souffrent, ceux qui sont au centre souffrent. Les Maliens de Bamako souffrent, les religieux souffrent, les hommes politiques souffrent, les journalistes souffrent, tout le monde souffre. Mais justement, par rapport à cette souffrance généralisée, M. Togo, est-ce que nous avons vraiment des chances encore de réaliser la paix? Si oui, lesquelles? Vous savez, moi, j'ai toujours l'espoir. Je crois à l'espoir parce que je me suis dit, vous savez, c'est les hommes qui créent l'espoir et que c'est les hommes qui donnent l'espoir. Pour moi, il y a des difficultés, mais si on a un cadre de concertation en appelant l'ensemble des Maliens, en se disant la vérité, on peut retrouver la solution. Et je pense qu'on veut ou pas. Si nous refusons, c'est l'histoire qui va nous balayer. C'est très clair, hein? Que ce soit eux, que ce soit la SEMA, Gatia ou le centre, tout ce qui se passe, si on refuse, parce que la population malienne ne peut pas continuer à souffrir. Parce qu'il y a des milliers d'enfants qui doivent aller à l'école. Nous avons la chance d'envoyer nos enfants à l'école. Mais ces enfants-là, au nord, à Kidala, Gao, à Tomokto, chez moi, à Bankassa, à Djalasagou, ils n'arrivent pas à aller à l'école. Mais l'histoire retiendra, si on ne fait pas attention, on sera balayé. Merci, merci M. Togo. M. Ataï, quel est le prix à payer pour la paix et par qui? Je pense qu'au lieu de parler des prix, parce que quand on dit prix, les gens pensent à l'argent. Moi, je pense du coût, parce que le coût, il peut être pas que de pécuniaire. D'accord. C'est vraiment ce que j'avais évoqué. C'est le courage politique, la concession et l'esprit de sacrifice. Vous savez, on parle beaucoup de volonté. Nous mettons beaucoup en jeu, souvent, la volonté du gouvernement. Mais on sait que cette volonté, il faut aussi l'encourager. Nous essayons de l'encourager. C'est pourquoi souvent nous acceptons des grandes concessions, des grands retraits par rapport au CSA, pour qu'entre parties maliennes, qu'il y ait un débat préliminaire sur les questions les plus sensibles, avant de parler aux autres et de savoir coordonner aussi l'action d'autres pour nous aider à aller vers la paix. Parce qu'à un moment donné, tout le monde a accepté qu'on a dépassé le côté où on s'acquise. Il va falloir avoir une ambition. C'est celle de refaire et d'appliquer les dispositions de l'accord. Mais c'est comme des pics. Souvent, ils sont présents, souvent, ils disparaissent. C'est comme si ça dépend de... On a l'impression que chaque gouvernement est un régime, ce qui n'est pas normal. Et ça, il faut avoir de la continuité gouvernementale, il faut l'assurer, pour que ce travail soit fait. Il n'y a pas de recette universelle en matière de construction de la paix. Il faut savoir s'adapter. S'adapter au contexte et à l'évolution de la demande. Et ça n'ira pas sans les dialogues sociaux, ça n'ira pas sans l'interaction. Ça n'ira pas. Souvent, nous, parce qu'on est de la CMA où on a une position, quand c'est nous qui disons les choses, j'ai dit une fois ici, les gens pensent que c'est un piège pour la République. Pendant que nous sommes censés avoir une position sur les choses. Nous avons de la proposition, même au niveau de la crise sociale nationale. Nous avons des propositions. Nous pouvons proposer des choses. Donc, il va falloir que l'on dépasse. Quelqu'un a parlé d'espoir. Il faut toujours garder cet espoir dans notre quotidien et aussi être dans un plan, accepter l'inclusivité, accepter les dialogues et je pense que nous pourrons arriver à construire quelque chose qui va faire la différence. Aujourd'hui, vous avez plusieurs... On dit que le conflit, il a plusieurs dimensions. C'est pourquoi je disais qu'il faut garder à l'objectif une approche, il faut avoir une approche commune, il faut avoir des objectifs clairs, et il faut mesurer la dimension. Et ça, il faut le garder à l'esprit, de sorte qu'on ne pense pas qu'en réglant uniquement des questions sécuritaires, on règle les problèmes, ou qu'on règle uniquement des questions politiques, qu'on dépasse les problèmes. Il va falloir gérer ça de façon concomitante pour que l'on avance vers quelque chose de productif. Et ça, c'est très difficile. Ça a besoin d'accompagnement. On n'a pas besoin que des gens qui fassent la critique tout le temps. On a besoin de la proposition. Et cette proposition peut émaner de tout le monde. Nous disons que nous sommes, c'est pourquoi nous restons dans les dispositions d'accord, nous sommes disposés au dialogue et à avancer. Et même sur toutes les questions, souvent nous répondons. Nous faisons l'écoute parlementaire. Nous partons où nous répondons, on nous appelle pour que la solution soit trouvée. La question de l'école aujourd'hui. Les gens veulent savoir, même demain matin, les gens veulent savoir ce que demain ils auront à l'école. Ils veulent savoir. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de gens, même à leur temps, peut-être que ça n'a pas passé, l'information n'a pas passé. Il y a des doutes qui planent. Il faut lever les doutes sur les gens. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent faire la médiation. Je vais terminer pour dire que tout n'est pas international. Il y a des questions que nous pouvons discuter. Et ça,
Ces questions, c'est une question de maturité politique que nous pouvons discuter et résoudre rapidement et avancer sur d'autres questions. Donc, mon appel, c'est de garder l'espoir. Je dis que la volonté, elle ne suffit pas. La paix, c'est vraiment de l'art. Et cet art, il faut lui donner un sens substantif. Il est substantiel. C'est quoi? C'est un programme, c'est un agenda, c'est une stratégie et c'est une approche. Merci, M. Ataï. M. Fomba, avons-nous vraiment des chances de réaliser cette paix? Si oui, comment? Nous avons beaucoup de chances. Et je dis, chacun veut la paix. Mais chacun veut la paix à ses conditions. C'est ça le problème. Ayons la paix aux conditions qui arrangent la nation. Maintenant, je voudrais dire à M. Ataï que si nous sommes sur le plateau en tant que Maliens, moi je suis très réfractaire quand vous dites la partie malienne, ça me choque. L'accord signé là, ne parlons pas des parties maliennes, nous sommes des Maliens. Oui, voilà, mais moi, les parties maliennes, ça me met très mal à l'aise. Voilà. Maintenant, et par rapport au courage politique, il a dit, effectivement, nous avons besoin de ce courage politique aujourd'hui. Le courage politique du président de la République doit nous amener à imposer à la communauté internationale à ce que l'armée malienne soit à Kidal pour sécuriser et que tout le monde soit désarmé. Ce courage politique, aujourd'hui, doit permettre au président de la République de dire que tout l'effort que le gouvernement a fourni, je crois que Ataï est là, peut-être il pourra me dire quels sont les efforts qu'ils ont fournis, mais je sais que l'État a fourni beaucoup. On met beaucoup d'argent dans cet accord. C'est le contribuable malien qui est en train d'aller dans cet accord. Et pendant qu'au nord, ils ne payent pas d'impôts, et c'est les intérêts des Maliens qui sont en train de payer ces impôts pour financer ce même accord. Alors, ce qui est important, aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Et ce qu'il faut éviter, c'est d'aller, surtout moi, je suis contre ça et je suis à la majorité, comment faut-il réviser une constitution pour appliquer un accord? Et si on part sur cette base, aujourd'hui, c'est le Nord. Mais peut-être quand Kaï aussi va prendre les armes pour dire qu'il faut changer la constitution, après ça, il faut changer la constitution, le courage politique du président aujourd'hui doit lui faire amener à dire que nous ne changerons pas de constitution pour appliquer un accord qui est interne. Et cela est parti depuis le départ, parce que moi je l'ai dit, je l'ai décrié, ce n'était pas au ministre des Affaires étrangères d'aller discuter de cet accord avec la SEMA et Gacha. C'est une question interne, c'est le ministre de l'Intérieur qui devait partir. Et dès que vous envoyez le ministre des Affaires étrangères, c'est comme si c'était un problème entre deux États, alors que nous savons que, je sais très bien que vous aimez ce pays-là comme moi, chacun veut que ça aille. Maintenant, pour que ça puisse aller, soyons honnêtes entre nous. Maintenant, M. Fomba, maintenant, aux chances que nous avons. Voilà, je viens. La chance, elle est très simple. La première chance, c'est le patriotisme. Que les Maliens se disent que ce pays n'appartient à personne et que nous avons le droit de protéger ce pays-là. Qu'on se donne la main, qu'on se mobilise. Ni la communauté internationale, ni le président de la République ne peut imposer quelque chose sur le peuple malien. Nous avons mandaté un président. Mais à partir du moment s'il y a des choses qui vont à l'encontre, le peuple doit se dresser derrière le président pour lui montrer la voie. C'est ça le patriotisme. Après ce patriotisme, il faut que nous fassions confiance à notre armée. Moi, je ne suis pas dans le truc de G5 Sahel. Seule l'armée malienne, bien équipée, peut faire l'affaire du Mali aujourd'hui. Et comme Chekne l'a dit, c'est l'État qui est responsable pour faire en sorte que nous puissions récupérer le territoire. Mettons-nous dans le combat d'avoir notre territoire. Et comme nous sommes tous des Maliens, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans l'accord. Ceux qui ne demandent pas la révision constitutionnelle, qu'on peut appliquer, qu'on les applique. Mais que tout ça là, revienne sur un plateau. Quand j'ai vu la photo de Al-Gabat en disant que Yada Agali est un frère, Yada Agali est un frère à nous tous. À partir de cet instant, entre nous frères, et revenons en arrière, organisons une concertation nationale inclusive, appelons tous les fils de ce pays, sans tenir compte de l'angaille de la France qui nous divise, qui dit que celui-là est terroriste, celui-là ne l'est pas. C'est à nous de revoir entre nous, en tant que fils de ce pays, avec l'amour de ce pays, pour discuter le problème de ce pays. L'espoir est là, on peut le faire et on doit le faire et on est obligé de le faire. Merci, M. Fomba. Vous voulez réagir rapidement? En fait, je vais rapidement dire 30 secondes. Je vais rapidement dire à M. Fomba que, en fait, vous connaissez ce que le gouvernement a fait comme concession. Je pense que votre rôle d'homme politique éclairé, c'est aussi de faire l'effort d'aller savoir ce que font les autres
si tout le monde, vos yeux sont des citoyens maliens, c'est important, nous invitons toute la classe politique, parce qu'on le fait déjà, on a déjà mis des correspondances à la société civile et à la classe politique, pour venir savoir ce que nous faisons. Voilà. Nous sommes ouverts à cela. Et c'est cela aussi l'esprit d'être dans une démarche d'éclairer le gouvernement. Nous avons des efforts, et je pense que ce n'est pas nous qui disons qu'au début de la revendication qu'il faut la réforme, c'est dans les dispositions des politiques qu'il s'est avéré qu'il y a des éléments qui nécessitent une révision constitutionnelle pour qu'on puisse les prendre, pour ne pas violer cette loi pour laquelle vous tenez beaucoup. C'est ça l'esprit. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Merci M. Ataï. M. Camara, quelles sont les chances qui s'offrent à nous pour réaliser cette paix? Très bien. Donc avant de parler, n'est-ce pas, des chances, je voulais simplement dire que la révision constitutionnelle fait partie de l'agenda du gouvernement, non seulement pour, n'est-ce pas, raison d'accord, mais pour d'autres raisons, parce que, n'est-ce pas, il a été admis au niveau de toute la classe politique que la constitution qui régit, n'est-ce pas, le Mali, à savoir celle du 25 février de 1992, est aujourd'hui une constitution caduque à bien des égards. Et que pour cette raison, elle a besoin d'évoluer parce que la société malienne elle-même a évolué. Maintenant, quand les débats relatifs, n'est-ce pas, à cette constitution va être mis sur la table, les patriotes ont la latitude, n'est-ce pas, de défendre leur point de vue par rapport, n'est-ce pas, à l'évolution de ces textes-là qui régit la vie individuelle et collective de chacun de nous. Donc, cela dit, je crois que, en réalité, n'est-ce pas, le prix à payer, ce prix, il sera payé par tous les Maliens. S'il y a un prix à payer pour, n'est-ce pas, alors la paix, ce prix, il sera payé par tous les Maliens, à commencer par les plus hautes autorités qui ont la responsabilité historique de donner l'exemple en acceptant, n'est-ce pas, de consentir d'énormes sacrifices par rapport au train même de vie de l'État, par rapport à leurs propres conditions de vie personnelle, par rapport, n'est-ce pas, à tout ce qui permettra de dégager des ressources, alors pour faire face, n'est-ce pas, aux questions sociales, qui sont certainement des questions vitales, hein, n'est-ce pas, notamment la question de l'éducation. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel alors aux collègues enseignants, parce que j'en suis un, pour leur demander de faire une trêve patriotique et de regagner, n'est-ce pas, les classes, afin de donner une chance, n'est-ce pas, aux négociations, pour que cette année ne soit pas menacée. Il y va alors de l'avenir de nos enfants et du devenir de notre pays. C'est les pionniers qui parlent. Donc, cela dit, alors cela dit, n'est-ce pas, le sacrifice. Il faut que chacun accepte de consentir des sacrifices. Il faut qu'on fasse des compromis. Les compromis, n'est-ce pas, sont nécessaires. Et si jamais nous enlevons tout espoir aux braves populations de ces pays, particulièrement les populations du nord et du centre, qui sont aujourd'hui les plus vulnérables de ce pays, alors nous allons aggraver, n'est-ce pas, la situation. Et je pense que, je termine sur ce point, un sage l'a dit, n'est-ce pas, il y a un sage qui dit que celui qui n'espère pas ne rencontrera jamais l'inespéré. Et nous avons, n'est-ce pas, le devoir d'espérer que ce pays, à travers les dialogues qui sont initiés, qui est initié actuellement, à travers, n'est-ce pas, le patriotisme des enfants du pays, à travers la sincérité, n'est-ce pas, à travers la volonté pour chacun de nous d'avoir le pays que nos ancêtres et nos parents nous ont légué, alors nous réussirons en tout cas à trouver un terrain d'entente. Merci M. Camara. Entre violence, manifestations et grèves au Mali, quelle paix construire et à quel prix? Nous étions ce soir avec M. Noutogo, porte-parole du chef de file de l'opposition, M. Ataï Agmohamed, membre du comité directeur de la SEMA, chargé des questions juridiques et des droits de l'homme, M. Chekne Camara, président de la plateforme Les Bâtisseurs, et M. Aboubakar Sidiki Fomba, président du parti ADPM. Mesdames, Messieurs, nous allons nous donner rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission politique, le débat. Portez-vous bien et restez fidèles au programme d'Africa Télévision. Merci et bonne soirée.